Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur français à Djibouti, M. Arnaud Guillois. Et au Soudan, le nouveau Premier ministre a prêté serment donc et a promis une paix durable et une économie forte. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur français résidant à Djibouti, Arnaud Guillois. Lors de cette rencontre solennelle, auquel a également assisté le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, le nouvel ambassadeur français, Arnaud Guillois, a réaffirmé la volonté commune de travailler à l'élargissement et à la consolidation des liens de coopération entre les deux nations, ainsi que la continuité des progrès dans la sphère multilatérale. C'est à vous, mesurant la responsabilité qui m'échoit de représenter mon pays auprès de la République de Djibouti. La France et Djibouti partagent un siècle et demi d'histoire commune. Ce temps long, mais aussi les épreuves de l'histoire, ont permis de forger une relation unique. La mémoire collective française retient le très lourd tribut payé par vos soldats lors de la bataille de Verdun et de la reprise du fort de Douaumont, mais aussi leur foi inébranlable en la liberté par leur ralliement au rang de la France libre en décembre 1942. Le président de la République a parlé il y a tout juste une semaine à Saint-Raphaël, à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Provence, de la part d'Afrique que la France avait en elle. Cette part, c'est aussi celle du sang versé, nous ne l'oublions pas. Au-delà des épreuves partagées, notre relation est rendue spéciale par la langue que nous avons en partage. Bien plus qu'un vecteur de communication, elle représente un autre regard porté sur le monde. Cette langue est aussi porteuse d'opportunités quand on sait que les francophones seront près de 750 millions sur l'ensemble des continents d'ici 2050. Elle est un atout considérable pour Djibouti et ce sera notamment à travers l'Institut français et le lycée français de Djibouti un axe tout à fait prioritaire de mon action. J'ai la conviction, Monsieur le Président, que nos relations sont plus vivantes que jamais. Elles ne reposent pas seulement sur le souvenir d'Arthur Rimbaud, d'Henri de Montfred ou de Jean-François Degnaud. Elles sont faites d'intérêts communs, politiques, sécuritaires, culturels, économiques ou de développement. C'est ce qu'est venu souligner la visite historique du président Macron à Djibouti en mars dernier. Ici, comme partout dans le monde, la France demeure attachée au respect de certains principes fondamentaux, au premier rang desquels les droits de l'homme et l'état de droit, dans le plein respect, naturellement, de la souveraineté propre à chaque État et du principe de non-ingérence. J'entends apporter ma pierre à cet édifice au cours des prochaines années. Soyez en tous les cas assurés de ma disponibilité, mais surtout de mon enthousiasme et de ma détermination pour ce faire. Vive la France, vive Djibouti et vive l'amitié franco-djiboutienne. Et le diplomate français a également rappelé que la République de Djibouti et la République française ont tissé et développé des relations excellentes, que l'histoire donc en témoignait. Cela a ouvert la voie à d'excellentes relations de coopération entre les deux pays. Le président Guelleh a adressé ses cordiales salutations au nouvel ambassadeur et a réaffirmé les sentiments de fraternité irrévocables qui unissent la République de Djibouti et la République française. Et ce communiqué donc qui nous est parvenu de la présidence de la République et qui indique donc, je cite, que la République de Djibouti reste attachée à sa candidature au Conseil de sécurité. La République de Djibouti reste donc attachée à sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Elle a foi en la légitimité de sa candidature et ne saurait accepter d'y renoncer sous l'effet donc d'arrangements peu transparents qui fait fi de la pratique traditionnelle et du respect des principes de rotation. Notre pays réitère sa souscription totale aux règles et procédures établies en matière d'élection au Conseil de sécurité. La République de Djibouti est d'avis que le recours au vote au sein de l'Union africaine n'est pas conforme aux règles pertinentes de consensus qui a toujours prévalu pour le groupe Afrique de l'Est et qui doivent donc normalement guider des délibérations du comité de candidature. Djibouti revendique donc son droit souverain à présenter sa candidature à l'ensemble des États membres des Nations Unies donc lors des élections qui auront lieu à l'Assemblée générale à New York en juin 2020.
Également dans l'actualité, donc le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné d'une forte délégation, se rendu ce matin à Balhou dans la région de Tadjoura pour constater la situation de la nouvelle route entre Tadjoura et Balhou, longue d'au moins 119 km, totalement bitumée, qui sera bientôt inaugurée. La construction a duré longtemps et a nécessité un financement conséquent, mais elle aura des conséquences positives pour le développement de la région de Tadjoura, pour l'économie du pays et l'accélération du processus de la décentralisation si cher au président de la République. Accompagné donc du ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed et du général de brigade Mohamed Ali Taher, le Premier ministre est arrivé donc à bord d'un hélicoptère à Balhou, petit village situé dans la sous-préfecture de Doura, à quelques kilomètres de la frontière. À son arrivée, la délégation conduite par le Premier ministre a été accueillie par le préfet Abdelmalik Mohamed Banouita et par le président du conseil régional ainsi que par le chef de corps du Riyad, le régiment interarmé de Tadjoura, le colonel Ali Chahem, ainsi que par les élus et les autorités coutumières du secteur de Balhou. Après avoir été salué par un peloton d'honneur des militaires basés à Balhou, le Premier ministre et sa délégation sont montés à bord des voitures pour constater l'état de la route Tadjoura-Balhou, dont les travaux sont finalisés, comme on le constate donc sur ces images. Le convoi du Premier ministre a pris la direction de la frontière à Firo, plus précisément afin d'identifier l'emplacement du futur poste frontalier de la douane et de l'immigration. Le déplacement du Premier ministre donc se fait en prélude à l'inauguration de la route Tadjoura-Balhou, dont l'objectif est double. D'abord, une exigence donc du président de la République, car à l'instar de l'axe Djibouti-Galafi, cette seconde artère est aussi vitale pour l'économie du pays et l'accélération du processus de la décentralisation. En effet, donc, les infrastructures routières sont la condition sine qua non du développement économique national et sur le plan régional de l'intégration économique entre Djibouti et le grand voisin éthiopien et au-delà avec toute la zone du marché du Comesa. Ensuite, toujours à l'initiative du président de la République, le déplacement du Premier ministre est un signal fort, donc constaté de visu au plus haut niveau de l'État. L'avancement des travaux sur la dernière portion de la route comprise entre le point dit Firo et point 0 et la frontière djibouto-éthiopienne. Enfin, encourager ceux et celles, autorités locales comme civiles de la région et les entreprises en charge de la construction de cette route à accélérer la cadence, surtout que le port de Tadjoura, où une partie importante du volume des marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie et de la région sera traité et fin prêt. Puis le Premier ministre et sa délégation ont débuté la visite d'inspection en prenant la direction de Tadjoura-Balhou, en passant par le village de Malahou, Dora, Boli, Randa, Péka9 et enfin arrivé à la ville blanche. Le voyage donc sur la route goudronnée entre Tadjoura et Balhou a été rapide et a duré au moins 1h30. Auparavant, il fallait 4 ou 5 heures pour faire le trajet. Écoutons à présent les explications ou l'intervention du Premier ministre pour plus de précision. Effectivement, là, nous avons visité la route. On a fait la route jusqu'à Balhou, on est revenu et nous avons même un peu traversé la frontière pour voir un petit peu de l'autre côté comment ça s'est passé. De l'autre côté aussi, apparemment, ils sont en travaux de finition. Et de notre côté aussi, nous sommes en finition. La route est goudronnée jusqu'au bout. Simplement, la finition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre les barres de sécurité. Il faut mettre aussi, il y a une deuxième couche quelque part à refaire. Mais pratiquement, je peux dire aujourd'hui que la route est terminée. Donc, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est dire que cette route, quand il y a une route, l'économie aussi marche bien, marche mieux, quoi. Et donc s'il y a route, ça veut dire qu'il y aura des boutiques, des installations. Vous avez vu la route qui fait Djibouti-Galafi, tout autour de la route, il y a tout autour de la route une certaine de l'économie qui s'installe. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'encourager la population de cette région de Tadjoura de travailler afin que, parce que ça pourra, disons, amener à diminuer le chômage dans toute la région. Et je pense que cette route a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais alhamdulillah, aujourd'hui, il est terminé, il est pratiquement terminé. Il est terminé, mais nous allons aussi installer
Maintenant, au niveau de la frontière, la police, la douane et tout ça, pour que la route soit fonctionnelle. Santé à présent, environ 50 à 60 enfants sont consultés en ambulatoire chaque jour à l'hôpital Chéro, qui est situé à Balbala, dans la commune la plus peuplée de la capitale. Conformément à la stratégie prioritaire de réduction de la mortalité infantile et infanto-juvénile, le nombre de pédiatres exerçant dans cet hôpital est presque quintuplé afin de garantir une prise en charge clinique optimale des maladies des enfants dans le service de pédiatrie. En consultation externe, l'identification précise des maladies de l'enfant se fait au moyen d'une investigation rapide et fiable grâce au renforcement des plateaux techniques qui facilitent la prise en charge des décisions médicales et les prescriptions des médicaments. À cela s'ajoute le concept l'hôpital du jour a également permis de désengorger les urgences pédiatriques au sein de l'hôpital Chéro. Il s'agit de prendre en charge les enfants dont l'état de santé nécessite des explorations ou des soins appropriés qui permettent un retour au domicile le jour même. Avec une moyenne de plus de 100 hospitalisations par mois, le service pédiatrique affiche une hausse tangible du taux d'hospitalisation au premier semestre 2019, et ce grâce aux efforts d'amélioration de la qualité et de la capacité d'accueil des enfants malades. De 100 enfants par mois. Pour ce qui concerne maintenant actuellement cette période, la plupart des pathologies qu'on voit sont les pathologies respiratoires, qui est actuellement la période dans laquelle où c'est presque la fin de l'été et ça commence. En même temps, il y a aussi la gastro-entérite. Il y a la gastro-entérite qui est en fait les différents types de diarrhée qu'on voit et qui est très 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 récurrente. Donc ce sont des pathologies saisonnières dans lesquelles on doit toujours s'y préparer, et toujours c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mieux prévenir que de guérir. Et par la suite, le directeur général par intérim de l'hôpital Chéro de Balbala, Dr Moussa Abdillahi Hadi, s'est exprimé également pour donner des éléments d'éclaircissement sur les activités de la pédiatrie. L'hôpital de Balbala est situé dans un secteur très populaire qui ne fait qu'accroître. En plus, ce secteur a une sensibilité socio-économique et une inégalité de santé. Donc, depuis sa création en 1995 par la coopération italienne, il n'a cessé d'évoluer. Et cette évolution, certes, ça se voit sur le fait qu'aujourd'hui, il abrite différentes spécialités médicales, chirurgicales, anatomopathologiques et d'autres spécialités qui sont telles que l'appareillage orthopédique. Qui est d'ailleurs une référence dans la sous-région. L'anatomopathologie est une référence dans toute la capitale, toute la République de Djibouti aussi. Il y a aussi, pendant cette évolution, sa vocation de base n'a pas été épargnée. D'ailleurs, même elle a été même la plus importante. Une maternité qui était une maternité de niveau 1 est passée à un niveau 3. La pédiatrie, qui était une pédiatrie de consultation, est passée à une pédiatrie très large avec une unité d'hospitalisation, une unité de consultation externe et l'accueil des urgences pédiatriques, qu'elles soient d'ordre chirurgical ou d'ordre médical, la prise en charge des enfants handicapés avec l'aide du centre d'appareillage également. Donc, si je vous parle un peu des chiffres, on est passé de 780 en 2014 à 1500 hospitalisations en pédiatrie. On est passé de 7700 de consultations externes à presque 8800 rien qu'en 2018. Et tout ça grâce à l'effort et également au soutien du gouvernement. Sport à présent, la capitale marocaine Rabat vit au rythme des 12e Jeux africains depuis l'ouverture officielle cette semaine. Des spectacles culturels, des conférences sur le sport et des rencontres sportives ont débuté dans des très nombreuses villes du Maroc et se sont déroulées dans de bonnes conditions pour les compétitions sportives. Les pongistes djiboutiens ont joué leur premier match double et simple face à des grandes nations du tennis de table dans leur boule, le Togo et le Ghana. Les compétitions de ping-pong se déroulent au complexe Moulay Hassan. Nos jeunes se sont donc inclinés face à la formation togolaise et ghanéenne. Nos jeunes pongistes vont continuer la compétition demain et après-demain dans les séries mixtes hommes, dames et individuelles. Rappelons aussi que les compétitions de taekwondo, natation et aviron canoë vont débuter demain et nos jeunes sont engagés et bien préparés.
Dans la journée d'hier, le CDC de quartier 3 a accueilli un programme d'éducation artistique et musicale destiné aux enfants de moins de 13 ans dans les CDC. Ce projet a permis de rencontrer 3 CDC, notamment ceux de quartier 4, quartier 5 et quartier 3, qui ont à leur tour amené des jeunes pour profiter de cette occasion. Plus de 40 enfants ont été rassemblés autour du piano afin de découvrir le milieu de l'art et ses matériels. De même, plusieurs enfants ont eu la chance de toucher cet instrument musical. De même, les petits ont appris les notes de musique que le moniteur a notées au tableau pour bien expliciter aux enfants ce qu'est la musique. Aussi, les enfants ont répété l'hymne national et d'autres chants correspondant à leur niveau d'éducation à la garderie ou à leur première classe d'école. Ce programme n'est que le début d'un processus artistique et culturel que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport souhaite bientôt lancer à travers tous les CDC du pays. Également dans l'actualité, après avoir effectué leur pèlerinage à la Mecque, le premier flot de pèlerins djiboutiens regagne le pays. Ils ont quitté les différentes résidences ou hôtels dans lesquels ils étaient installés à bord de bus et de moyens de transport qui ont été mis à leur disposition. Les pèlerins djiboutiens ont quitté le territoire, vont quitter aujourd'hui le territoire saoudien, notamment la Mecque, pour regagner la capitale après leur pèlerinage. Cette année, rappelons-le, en tout, plus de 2,5 millions de musulmans ont accompli le pèlerinage à la Mecque, pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. À présent, nous allons voir un reportage sur les activités et du Réseau national de développement communautaire ou RNDS qui, avec l'aide des conseils de quartier, mène des séances de sensibilisation pour aider les habitants de ce quartier à parvenir à l'autosuffisance. Regardez. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, a hautement apprécié le succès du programme du réseau national afin de soutenir les familles dans les besoins et tout en encourageant les membres de ces réseaux à poursuivre leurs efforts dans ces programmes. Le réseau national pour le développement communautaire a également créé des conseils dans chaque quartier auxquels appartiennent ses habitants. Et ces conseils reçoivent un soutien pour les habitants du faible revenu de ce quartier. Les conseils de quartier sont composés de sages, des notables, des personnalités importantes de la police et de la gendarmerie du quartier, ainsi que l'imam de la mosquée de chaque quartier concerné. Le processus de création des conseils de quartier vise à atteindre et à connaître les personnes qui se trouvent dans un état du besoin dans chaque quartier. Pour qu'il y ait une réussite, nous sommes en train de faire maintenant un séminaire, c'est-à-dire où on va essayer de voir comment on pourra, c'est-à-dire faire impliquer le maximum des personnes qui habitent à Jabal, c'est-à-dire les fonctionnaires, les cadres, les commerçants. Et si je vous donne quelques idées de ces TDR, c'est-à-dire que nous comptons développer, d'abord il y aura une animation culturelle. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle une exposition, parce qu'il faudra identifier les gens pauvres du quartier. Ce soir-là, devant le public, il faudra présenter les familles les plus démunies, c'est-à-dire du quartier. Et si on prend un exemple, ces personnes sont composées de 4 parties. Il y a une famille orpheline sans revenu. Il y a une famille démunie sans revenu. Il y a par exemple quelqu'un qui est handicapé, un chef de famille qui est sans revenu. Et aussi une personne âgée, c'est-à-dire qui ne peut pas travailler sans revenu, qu'il faudra aider. Donc ce sont ces 4 groupes qu'il faudra aider. Les réseaux reçoivent un soutien matériel de la part de diaspora djiboutienne qui collabore pour soutenir la communauté djiboutienne. Ces derniers ont également mis en place un plan pour réaliser des activités pour les conseils de quartier qui a débuté le 15 août dernier et se suivra jusqu'au 15 septembre prochain. Avec les listes qu'il faudra présenter. Ensuite, durant ces séminaires où nous comptons préparer, parce qu'il faudra bien préparer pour ça, que nous allons bientôt commencer la préparation de cette soirée, les TDR, c'est-à-dire les termes de référence, comme nous avons dit, il y aura l'animation culturelle, il y aura l'exposition de l'enquête d'identification, il y aura un sketch qui va refléter, c'est-à-dire cette initiative de développement communautaire. Il y aura aussi la participation de la diaspora par vidéoconférence. Il faudra faire participer aussi la diaspora des Jabal.
qui vont suivre ce soir-là par vidéoconférence. On va mettre aussi ce qui est le plus important, c'est de placer des stands. Chaque banque, chaque conseil de quartier dispose d'un compte bancaire dans chaque banque, il aura des stands. C'est-à-dire chaque banque aura son stand. Pour qu'à la fin de la soirée, les gens qu'on a invités viennent faire, c'est-à-dire un virement bancaire automatique. Ces activités comprennent la réalisation de la solidarité et la création d'une coopération entre les habitants et la connaissance des conditions de vie des citoyens dans chaque quartier. Ainsi, réaliser la vision et la volonté du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au Soudan, le nouveau Premier ministre promet une paix durable et une économie forte. Le nouveau Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a prêté serment constitutionnel hier au palais présidentiel à Khartoum en tant que nouveau chef du gouvernement en transition du pays. Hamdok a déclaré que la priorité de son gouvernement serait de réaliser la paix et de bâtir une économie forte. Son gouvernement s'emploiera à réformer les institutions d'État, à lutter contre la corruption et à renforcer l'état de loi, la transparence et la justice, a-t-il ajouté. Le nouveau Premier ministre a également mis en garde contre le risque d'un effondrement du système banquier au Soudan, soulignant la nécessité d'un plan de sauvetage. Le Conseil militaire de transition soudanais avait approuvé mardi la formation d'un conseil souverain conjoint composé de 11 membres. Et enfin, l'Afrique du Sud bannit le drapeau de l'apartheid. En Afrique du Sud, il est désormais interdit de déployer en public l'ancien drapeau, celui de l'époque de l'apartheid. La décision a été prise par la Haute Cour de justice de Johannesburg. Le juge a estimé que le fait d'exhiber ce drapeau était un acte raciste et discriminatoire et que cela constituait une incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. La justice avait été saisie par la fondation Nelson Mandela suite à une manifestation il y a 2 ans de fermiers blancs qui avaient brandi l'ancien drapeau. Il était fait de 3 couleurs horizontales, orange, blanche et bleue, avec sur la bande centrale les drapeaux britanniques de l'ancienne République du Transvaal et de l'ex-État libre d'Orange. Ce drapeau a été l'emblème national de l'Afrique du Sud de 1928 à 1994. Il avait donc été associé au régime d'apartheid. Il a été remplacé en 1994 par le drapeau arc-en-ciel aux grandes dames de quelques nationalistes afrikaners. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.